Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans une question assez fondamentale, la conscience de soi et puis ce sentiment parfois élusif de sa propre valeur. Bonjour, oui, un sujet qui touche beaucoup de monde, effectivement. Notre point de départ, c'est un texte intitulé Conscience d'acte et conscience de sa propre valeur. L'idée, c'est vraiment de décortiquer pourquoi tant de personnes aujourd'hui semblent lutter pour reconnaître ce qu'elles valent. Et surtout, de voir le lien entre cette valeur qu'on ressent ou pas et nos actions de tous les jours. Tout à fait. Et le texte, d'emblée, il cadre ça comme une problématique très contemporaine. Presque une perte de repères psychologiques essentiels. Une perte de repère, c'est-à-dire? Une difficulté à sentir qu'on a sa place, une place légitime, une valeur propre dans la société, dans le monde. C'est un malaise assez répandu, semble-t-il, d'après l'analyse. Ok, alors allons-y, décortiquons ça. Le premier constat que la source met en avant, c'est cette difficulté généralisée à s'évaluer en fait, correctement. Oui, il y a comme une polarisation qui est décrite. C'est ça. D'un côté, des gens qui peut-être se surestiment un peu, Un peu déconnecté, quoi. et de l'autre, et c'est peut-être plus courant, ce sentiment d'être insuffisant, voire carrément, l'auteur utilise une expression forte, plus bas que terre. Hmm. Et l'analyse pointe particulièrement la situation des plus jeunes. Ah oui, Oui, ils sont décrits comme souvent en proie à une sorte de déprime latente, une désorientation. et surtout une quête quasi constante de validation qui viennent de l'extérieur. Exactement, ça semble prendre une place énorme. Et l'auteur donne des exemples concrets comme les émissions de télé-réalité, les concours genre Star Academy. Oui, et il utilise une expression, là aussi très marquante, il faut le préciser, ce sont ses mots, son jugement. Oui, important de le souligner. Il parle de prostitution morale. L'idée sous-jacente, selon lui, c'est qu'on chercherait cette validation à tout prix. Quitte à exposer son intimité ou à se plier à des attentes très superficielles. C'est un regard critique, c'est sûr, et le terme est fort. Indéniablement. Mais, et c'est important, le texte précise vite que le but n'est pas de chercher des coupables. Pas de pointer du doigt les politiques, l'école. Voilà, pas de dire c'est la faute à un tel. L'objectif affiché, c'est plutôt de regarder le mécanisme antérieur, ce qui se passe en nous, psychologiquement, et qui crée cette dévalorisation. Et surtout, voir comment on pourrait, individuellement, y remédier. Intéressant ce changement de focus. Alors, comment l'analyse explique l'origine de ce problème? D'où ça vient, au fond? Alors, ce qui est avancé ici, c'est que ça nous ramène à l'enfance. L'argument, c'est que l'enfant, au début, il doit obéir à ses parents. C'est normal, pour sa sécurité, son éducation. Oui, logique. Mais ça crée une dépendance. Pour savoir si ce qu'il fait est bien ou mal, s'il est bon, il apprend à regarder le jugement de ses parents. Il intègre que la mesure de sa valeur, elle est dans le regard de l'autre. Donc, ce qui est une dépendance nécessaire au départ, Mhm, ça deviendrait un schéma qui reste. mhm. Un peu comme un réflexe conditionné. C'est exactement ça l'idée. L'analyse suggère que l'enfant prend l'habitude. Il cherche dehors la réponse à la question « Est-ce que je fais bien ?» Est-ce que je vaux quelque chose? Voilà. Et cette dépendance au jugement, d'abord des parents, puis des profs, des amis, et puis de la société en général, selon la source, ça devient une seconde nature. Un truc tellement ancré que ça continue à l'âge adulte. Je vois. Donc, même adulte, on continuerait, sans forcément s'en rendre compte, à chercher cette approbation extérieure, pour savoir si on est correct, si on répond aux attentes, et donc si on a de la valeur. C'est éclairant. Absolument. La validation externe devient le thermomètre de notre valeur interne, si vous voulez. Et si cette validation manque, ou si elle est négative, Paf, le sentiment de valeur s'écroule. exactement, parce qu'il n'a pas de fondation solide à l'intérieur, d'après cette perspective. Et cette quête de valeur, une fois adulte, elle prend quelle forme? La malice parle de différentes stratégies, mais qui mènent souvent à des impasses, c'est ça? Oui, le texte fait une distinction intéressante, selon l'âge peut-être ou la maturité face à la question. Chez les plus jeunes ou ceux qui n'ont pas encore trop réfléchi à ça, Oui, la recherche reste très tournée vers l'extérieur. L'exemple des castings genre Starac revient là. C'est cette recherche un peu frénétique de reconnaissance publique. la gloire, la célébrité. Voilà. Mais l'auteur insiste, c'est une impasse. La valeur intrinsèque, elle n'est pas là. C'est chercher au mauvais endroit, en gros. D'accord. Et pour ceux qui ont peut-être un peu plus vécu ou qui sentent que cette recherche extérieure, ça ne marche pas. Pour cela, l'analyse suggère qu'il peut y avoir un déclic,
un tournant, face à l'échec de la validation externe à combler le vide. On se tourne vers l'intérieur. Exactement. L'introspection peut commencer. La quête change de direction. On arrête de regarder dehors, on explore son propre paysage intérieur. Et c'est là que certains peuvent aller vers la spiritualité, l'ésotérisme ou des approches psy plus profondes. Le texte cite la psychologie transpersonnelle. Justement, la psychologie transpersonnelle, vous pourriez peut-être nous éclairer un peu sur ce terme, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Bien sûr. Alors très simplement, la psychologie transpersonnelle, c'est une branche de la psychologie qui s'intéresse aux dimensions, disons, spirituelles ou transcendantes de l'expérience humaine. Au-delà de l'ego. Oui, ça va au-delà de l'ego, de la personnalité classique. Ça explore les états de conscience un peu différents, le sens de la vie, la connexion à quelque chose de plus grand que soi. Dans le contexte de notre texte, c'est présenté comme une piste pour ceux qui cherchent des réponses plus profondes sur leurs valeurs, au-delà des jugements sociaux, quoi. Merci, c'est plus clair. Et c'est là, dans cette introspection, que ça devient vraiment intéressant, si j'ai bien suivi. On découvre quoi en regardant dedans, d'après ce texte ? Alors, la première prise de conscience décrite, elle est souvent un peu inconfortable. Ah bon ? Oui, c'est de reconnaître sa propre responsabilité dans le fait de maintenir cette dépendance au regard des autres. L'éducation a pu démarrer le truc, mais l'adulte, par ses choix, ses habitudes mentales, il le perpétue. On entretient le système, en quelque sorte. C'est ça. Et l'analyse pointe aussi un biais cognitif classique. On a tendance à mettre les échecs sur le dos des autres, c'est la faute à, et à s'attribuer les succès, c'est grâce à moi. Le fameux biais d'autocomplaisance. Exactement. Reconnaître ça, ça demande une certaine honnêteté avec soi-même. C'est une étape clé, j'imagine, sortir du rôle de victime pour prendre une part de responsabilité. Mais l'exploration va plus loin, n'est-ce pas ? Il y a une couche plus profonde liée aux actes. Tout à fait. Si on essaye de relier ça à une vision d'ensemble, la découverte fondamentale, selon la source, c'est que le sentiment de valeur personnelle, ce n'est pas juste une idée en l'air. Ça découlerait directement de la valeur qu'on accorde à ses pensées et, point essentiel, aux actes concrets qui en découlent. Un lien de cause à effet direct. Mes actes, ma valeur ressentie. Voilà. Il y a un lien fort. Le texte dit que cette conclusion est logique, rationnelle et sans pitié. C'est direct. C'est direct, oui. Ça implique, selon cette logique, que si quelqu'un n'a pas conscience de sa valeur, ce serait peut-être parce qu'il ne pose jamais, ou très rarement, d'actes qu'il peut lui-même juger comme ayant de la valeur. C'est là qu'intervient la notion de tiédeur. La tiédeur. Expliquez-nous un peu ce concept, tel qu'il est présenté ici. Alors, la tiédeur, dans ce contexte, ça semble décrire un état de non-engagement. Une sorte de neutralité un peu passive face à la vie, quoi. Celui qui ne prend pas de risque. Peur de l'échec, du jugement, ou juste par manque d'élan. Et comme il n'agit pas de manière affirmée ou en accord avec des valeurs fortes, il n'a pas de retour concret sur sa capacité à créer de la valeur. Il reste dans une zone un peu grise, sans relief. Et donc, le sentiment de sa propre valeur ne peut pas s'ancrer ni grandir. C'est l'idée. L'absence d'action significative mènerait à l'absence de conscience de sa valeur. C'est une perspective assez exigeante. Et pour ceux qui ne ressentent pas ce vide, mais plutôt un sentiment négatif fort, ceux qui se sentent activement nuls ou, pour reprendre le mot cru de la source, merdeux, comment l'analyse l'explique ? Pour ce cas-là, l'explication proposée, et encore une fois, c'est la terminologie de l'auteur, c'est que ce sentiment négatif viendrait directement du fait de se comporter d'une manière qu'on désapprouve soi-même. Ou de s'identifier à des pensées négatives. Exactement. S'identifier totalement à des processus mentaux qu'on juge négatifs. L'égoïsme, la rancune, la jalousie. Agir de façon mesquine, par exemple. Le sentiment d'être merdeux, ce serait alors le reflet direct, le retour de bâton émotionnel de ses propres actions ou de son état d'esprit dominant. On se sent comme on agit ou comme on pense la plupart du temps. Mais là, l'analyse apporte une distinction très importante, pour ne pas enfermer la personne. Oui, absolument crucial. Et ça soulève une question essentielle sur l'identité. Le texte insiste, on n'est pas nos pensées, on est celui qui pense, c'est différent. On n'est pas non plus nos actes passés. Voilà. On n'est pas réductible à ça. Donc, si quelqu'un a des pensées négatives ou pose des actes qu'il regrette, c'est son état d'esprit du moment ou son comportement qui est décrit comme merdeux ou moche dans le texte, pas la personne dans son essence. L'erreur serait de fusionner son identité avec ça. C'est ça.
de croire je suis cette pensée, je suis cet acte. C'est une identification potentiellement fausse et très douloureuse. C'est une nuance capitale, ça ouvre et apporte au changement en fait. On n'est pas condamné. Exactement, c'est la différence entre avoir une pensée et être cette pensée. L'un relève de l'expérience qui passe, l'autre d'une identification rigide. D'accord. Donc si on essaie de résumer, l'analyse distingue deux grands profils de personnes en manque de valeur. Vous pouvez nous les redéfinir rapidement? Alors le premier profil, ce sont ceux qui ressentent un vide, une impression d'être rien du tout, comme dit le texte. Pour eux, le souci principal, ce serait l'inaction, le manque d'engagement. Ils n'ont pas assez fait de choses. C'est un peu ça. Pas assez agi, pris de risques, expérimenté pour avoir des réalisations sur lesquelles s'appuyer pour évaluer leur valeur. La suggestion pour eux, c'est oser, bouger, commencer à vivre vraiment. Sortir de la fameuse tiédeur. Voilà. Et le second profil? Le second, ce sont ceux qui ne ressentent pas un vide, mais une image d'eux-mêmes très négative. Se sentir merdeux, moche, nul. Pour eux, d'après l'analyse, le problème n'est pas tant l'absence d'action, mais la qualité perçue de leurs pensées et de leurs actes. Donc le travail est différent? Ouais. Il s'agirait de transformer l'état d'esprit général, les comportements habituels. Le texte le dit assez crûment. Il faudrait arrêter de faire des choses moches ou d'entretenir ces pensées négatives pour espérer se sentir autrement. Changer la cause pour changer l'effet, quoi. Face à un diagnostic aussi direct, j'imagine que la première réaction, c'est pas forcément « Ah, oui, c'est vrai ». Ah non, clairement pas toujours. L'analyse mentionne d'ailleurs que la réaction initiale fréquente, c'est le déni, la colère, la justification. C'est pas vrai, c'est trop simple. Oui, c'est la faute à, etc. C'est humain de se défendre, de se sentir jugé injustement. C'est une résistance compréhensible, mais qui maintient dans l'impasse si on y reste bloqué, selon la source. Alors si on arrive à dépasser cette défense, quelle est la voie proposée? Comment on passe du constat à la transformation? Si la personne arrive à dépasser le déni, à accepter sa part de responsabilité, et ça demande du courage, de l'humilité, l'étape suivante est appelée la réforme dans le texte. La réforme, ça sonne un peu ancien. Oui, le terme est un peu daté, mais il désigne ici un processus actif de changement intérieur. C'est l'acceptation suivie d'un travail conscient sur soi. Et l'analyse mentionne même un outil lié à ça, le PRP. Processus de réforme psychologique, encore un acronyme. Qu'est-ce que ça recouvre, d'après la source? D'après le texte, ce PRP serait une méthode structurée pour identifier justement ces schémas mentaux négatifs, ces habitudes de comportement qui nous desservent, souvent héritées et renforcées. Et ensuite? L'objectif serait de les inverser, c'est-à-dire de les remplacer consciemment par des façons de penser et d'agir plus constructives, plus alignées avec une intention de valeur. C'est présenté comme un travail volontaire pour reprogrammer ces automatismes. Un travail de fond, sans doute. Et le but ultime de cette réforme, de ce travail sur soi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre à la fin? Le but final, tel qu'il est présenté, c'est de retrouver quelque chose d'essentiel, le goût de l'effort personnel. L'effort. Pas très populaire comme concept aujourd'hui. Oui, mais attention, pas l'effort subi, contraint. Plutôt l'effort choisi, l'action entreprise consciemment pour créer, s'améliorer, contribuer. C'est cet engagement actif, volontaire, cette mise en mouvement alignée avec ses valeurs, qui serait le seul vrai garant d'un sentiment de valeur authentique et stable. On n'attend plus passivement la validation des autres, on devient activement responsable de ce qu'on est, pensée, acte, et donc des sentiments qui en découlent. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au bout du compte? Si on devait vraiment résumer l'idée centrale de cette analyse. L'idée maîtresse, je crois, c'est que la conscience de sa propre valeur, ce n'est ni un cadeau tombé du ciel, ni une fatalité écrite d'avance par les autres ou le passé. C'est quelque chose qu'on construit. Exactement. C'est une construction active, un résultat. Ça émerge de la lucidité sur ses propres pensées et de manière encore plus forte, de la qualité, de la valeur qu'on met dans ses actions au quotidien. C'est vraiment un chemin de responsabilité personnelle. En gros, le sentiment de valeur, ce serait la récolte de ce qu'on sème par nos pensées et nos actes. C'est une vision qui peut sembler exigeante, c'est vrai, parce qu'elle nous met face à nous-mêmes. Mais elle est aussi potentiellement très libératrice. Elle redonne du pouvoir d'agir sur son ressenti. C'est tout à fait ça. Elle ramène le contrôle à l'intérieur. Et pour conclure cette exploration et laisser matière à réfléchir, on pourrait peut-être méditer sur une phrase assez percutante de la conclusion du texte. Ah oui, hein, laquelle?
L'auteur suggère que se contenter d'être juste le pâle reflet de son éducation, sans jamais oser s'en démarquer par ses propres choix, ses propres actions, ça équivaut d'une certaine manière à ne même pas encore exister vraiment comme individu autonome. Waouh! C'est une pensée finale assez provocatrice, en effet. Oui, une invitation à se demander peut-être quelle petite action ou quelle pensée choisie aujourd'hui, même minuscule, pourrait être un pas vers une existence plus authentique, plus personnelle, moins collée à ce reflet initial de notre conditionnement. Une question à laisser infuser. Et une autre, peut-être, pour rebondir sur la distinction clé, comment faire au jour le jour pour remarquer une pensée négative sans automatiquement fusionner avec elle, sans la laisser définir notre valeur sur le moment? Vaste programme, mais une piste de réflexion essentielle, je crois.